L'intelligence artificielle, c'est pas un outil de demain pour les avocats, c'est un outil d'aujourd'hui qu'il faut apprendre à utiliser. Tant qu'on respecte ces principes essentiels, je pense qu'on s'en sortira. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jeune avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner l'exercice professionnel des avocats ? Alors que les services rendus par l'IA se développent à toute vitesse et semblent tout emporter sur leur passage, la profession ne peut pas rester plus longtemps à l'écart de cette évolution majeure. Alors, quels sont les avantages, mais aussi quels sont les risques liés à l'intelligence artificielle ? C'est ce que nous allons voir avec Pauline Costantini-Rabinois, avocate au barreau de Marseille et coprésidente de la commission numérique de la FNUJA, et Sandrine Vara, avocate au barreau de Lyon et ancienne présidente de la commission numérique du Conseil national des barreaux. Première question, situons le sujet, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle ? Sandrine. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une discipline informatique qui vise à simuler des fonctions cognitives, humaines ou animales, et son développement en réalité remonte à plusieurs décennies, avec notamment la reconnaissance d'images. Et le propre de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage automatique, dit aussi machine learning, qui permet au système d'apprendre à partir d'une large gamme de données et d'exemples. Et la révolution majeure que l'on est en train de connaître dans le domaine de l'intelligence artificielle, elle vient de l'avènement de ce qu'on appelle les transformers, donc le T dans GPT, et des modèles de langage qui sont capables de générer et de comprendre du texte de manière naturelle. Et ces modèles, ils ont appris de manière statistique, et c'est important, la statistique, à simuler l'intelligence humaine en analysant d'immenses quantités de données textuelles. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut les utiliser pour différentes tâches qui sont liées au langage naturel, comme la traduction, le résumé ou la génération de texte. Et c'est la grande révolution depuis justement la publication par OpenAI de ChatGPT en novembre 2022. C'est une utilisation généralisée de modèles d'IA dits génératives qui sont capables de créer du contenu textuel, visuel ou même du code informatique et de manière assez convaincante. Et ça ouvre des possibilités dans des domaines très variés, de la création artistique, du marketing, l'analyse de données et bien sûr en matière juridique. Aujourd'hui, quel service l'intelligence artificielle peut-elle rendre aux avocats dans le cadre de leur exercice professionnel ? L'intelligence artificielle, ça peut être un formidable outil pour les avocats et dans différents domaines. Je pense notamment d'abord au domaine administratif. On peut utiliser aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle pour faire de la prise de notes, pour faire des résumés de réunions, pour faire des rédactions d'emails. On a des startups qui ont développé des bots qui pré-rédigent les emails en fonction du contexte dans lequel ils sont posés. On a juste à taper des mots-clés et l'IA est capable de répondre en comprenant la question, de formuler la réponse de manière assez naturelle. Donc déjà dans le domaine administratif, c'est un premier usage. Dans un domaine plus traditionnel de l'avocat, la recherche juridique, les éditeurs juridiques aujourd'hui mettent à disposition une intelligence artificielle sur leur fonds documentaire qui permet la génération de réponses pré-rédigées en fonction de la question juridique qui est posée. On a aussi la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger des contenus, comme de la rédaction automatisée de contrats, de conclusions, d'actes de procédure de manière générale. Certains outils nécessitent des paramétrages plus avancés que d'autres, et certains sont plus propres, entre guillemets, que d'autres. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas un outil de demain pour les avocats, c'est un outil d'aujourd'hui qu'il faut apprendre à utiliser. Quel est l'état des travaux de la profession d'avocat sur l'intelligence artificielle ? Pauline ? Nous avons, au sein de la commission numérique, préparé cette année un guide de l'usage de l'intelligence artificielle avec toutes les autres commissions de la FNUJA. Il y a eu un gros groupe de travail. Ce guide doit être diffusé prochainement dans un format physique et un format numérique pour la première fois. En dehors du guide d'intelligence artificielle, on a aussi proposé une refonte des ateliers de la FNUJA où on va proposer un module sur l'intelligence artificielle. Les ateliers du numérique sont des espèces de caravanes de formation qui se déplacent dans les barreaux qui en font la demande et où des confrères qui sont issus des rangs de la FNUJA viennent pour dispenser des formations. Et il y aura donc une formation qui sera dispensée sur l'intelligence artificielle, comment l'utiliser dans nos cabinets, adapter son usage à nos pratiques, mais aussi pour le faire dans le respect des règles déontologiques. Et du côté du Conseil national des barreaux, Sandrine ? Alors, le Conseil national des barreaux s'est évidemment immédiatement saisi de cette question qui appelle en réalité des réflexions très larges dans beaucoup de domaines. Et c'est la raison pour laquelle un groupe de travail transversal a été mis en place, qui est dirigé par Hélène Lodic-Baron. Donc, ce groupe de travail a pour vocation de faire un état des lieux de l'intelligence artificielle générative et de son usage aujourd'hui pour les avocats. Et en fonction du résultat des auditions qui sont en cours et de l'état des lieux qui va en être réalisé, les différentes problématiques ont vocation à être distribuées aux différentes commissions du Conseil national des barreaux
Et par exemple, la commission collaboration pourrait être amenée à étudier l'incidence de l'intelligence artificielle dite générative sur les contrats de collaboration. Est-ce qu'il y a intérêt à avoir 4, 5, 6 collaborateurs alors qu'on pourrait en avoir que 2 équipés d'outils d'IA particulièrement performants? Donc ça pourrait avoir une incidence sur le contrat de collaboration. La commission prospective pourrait être intéressée aussi au sujet. C'est quoi l'avocat dans 10, 20, 30, 50, 100 ans aux prémices de l'intelligence artificielle générative quotidienne? La commission règles et usages qui pourrait aussi étudier la question de savoir si un avocat utilisant l'intelligence artificielle doit divulguer à ses clients les outils qu'il utilise pour produire des consultations juridiques. Donc il y a énormément de sujets qui peuvent être traités par les commissions du CNB et c'est la raison pour laquelle ce groupe de travail transversal aujourd'hui a une mission qui est extrêmement importante et attendue par les avocats qui ne savent pas encore comment trop se positionner vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quels sont les risques que l'IA générative peut faire courir aux avocats en termes de protection des données ? Alors, les avocats, ils sont soumis au secret professionnel. Je pense que c'est surtout à ça à quoi on peut penser. Le secret professionnel, il est absolu pour l'avocat et il implique de protéger les données et les documents qu'il reçoit de son client. On protège ces données et ces documents de manière matérielle aujourd'hui. On a tous des cabinets qui ferment à clé, on prend des alarmes éventuellement. On doit avoir évidemment la même discipline s'agissant des données, des fichiers dématérialisés. Et s'agissant de l'utilisation des logiciels d'intelligence artificielle, les avocats doivent impérativement se renseigner sur les conditions d'utilisation de chaque outil des données qui sont injectées dans ces outils. Il faut savoir que les outils d'intelligence artificielle se nourrissent des données et suivant s'ils sont gratuits ou payants, les données qui servent à rédiger les prompts, par exemple, sont stockées, elles sont transférées, elles peuvent être réutilisées pour entraîner l'algorithme. De manière générale, ce sont les versions gratuites qui posent le plus de problèmes. En général, les versions payantes font la promesse que les données sont fermées et que seul l'avocat a accès à ces données, qu'elles ne sont pas réutilisées dans le système général. Mais il y a quand même un risque et donc c'est aux avocats de faire preuve de prudence, comme ils le font dans tous les domaines matériels pour la protection du secret professionnel, d'être davantage vigilants dans l'utilisation des outils d'IA. Pauline, quels sont les biais qui existent ? Il existe plusieurs biais en matière d'intelligence artificielle, puisque certains algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être intrinsèquement biaisés. Il ne faut pas oublier qu'ils sont conçus par des humains et que ces humains ne sont donc pas parfaits et sont eux-mêmes soumis à leurs propres biais discriminatoires. Souvent, les biais naîtront des données qui sont utilisées pour entraîner les modèles d'IA. Ça peut conduire à des résultats qui sont injustes ou discriminatoires. Par exemple, si un système d'IA est entraîné sur des données historiques qui vont refléter des pratiques discriminatoires du passé, voire même assez récentes, ces pratiques discriminatoires, elles peuvent être sexistes ou racistes, et donc ça peut entraîner des réponses biaisées de la part de l'IA. Et pour l'éviter, il faut effectuer une analyse approfondie des données d'entraînement, mais aussi utiliser des techniques d'échantillonnage équilibrées pour garantir une représentation la plus adéquate et la plus exacte possible du public auquel on s'adresse. Sandrine ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pauline et je rajouterais que dans le milieu juridique, on peut aussi craindre un biais qui tient au LLM, anglais de Large Language Model. C'est le système de langage qui est utilisé pour entraîner les données. Les LLM qui sont diffusés en grande masse proviennent de sociétés américaines qui sont donc majoritairement entraînées sur des données non seulement en anglais, mais sur des données du système dit de common law. Et donc on peut craindre que la production aujourd'hui de textes, de réponses, d'aide de prise à la décision pour un avocat français qui a une culture civiliste puisse être influencée par l'algorithme tel qu'il a été conçu. Il y a des sociétés américaines qui sont les plus nombreuses sur le marché, mais des solutions aussi françaises qui se développent. Il faudra, je pense, à l'avenir, être particulièrement attentif pour les avocats lorsqu'ils choisissent un logiciel d'intelligence artificielle, à interroger l'éditeur ou se renseigner dans les conditions d'utilisation, parce qu'un LLM d'origine américaine, même d'origine française ou de tradition civiliste, ne produira peut-être pas les mêmes résultats. Pauline, l'IA peut-elle inventer des solutions qui n'existent pas ? C'est malheureusement le cas. On a eu un exemple aux États-Unis d'un confrère qui a fourni une consultation juridique dans laquelle il citait des décisions qui ont été entièrement inventées par l'IA. On peut le voir quand on teste ces systèmes, par exemple ChatGPT qui est un des plus connus. On peut lui demander de nous fournir des réponses à des questions en se basant sur des décisions juridiques. Et il est capable d'inventer des décisions, mais c'en est au point où il va même créer un vrai lien, legifrance.fr, avec toute une référence de décision, et où quand on clique dessus, on arrive sur une page erreur 404, cette page n'existe pas. Mais où lui va mentir,
Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, et créer cette décision. Et c'est donc un des risques, on appelle ça un phénomène d'hallucination, où les IA génératives vont fabriquer de toutes pièces une réponse qui est factuellement inexacte, mais qu'ils vont présenter comme authentique. Et c'est pour ça qu'on a besoin, en tant qu'avocat et en tant que professionnel du droit, de rester toujours vigilant aux réponses qui sont fournies par ces systèmes et de toujours les vérifier à l'aide de nos connaissances et de nos propres recherches. L'avocat pourrait-il voir sa responsabilité civile professionnelle engagée pour une mauvaise utilisation de l'IA ou un manque de vigilance, Sandrine ? Assurément oui, mais en réalité, comme dans l'utilisation de n'importe quel outil par l'avocat, on a une responsabilité, qu'elle soit dans l'utilisation d'une base de données juridique classique ou dans l'utilisation d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas une réponse à tout et au contraire, ça appelle à une vigilance encore plus accrue parce que la spontanéité et l'apparence de clarté de la réponse laisseraient penser que le système a fait toutes les vérifications nécessaires. Or, en réalité, comme l'a dit Pauline, l'hallucination, elle est courante. Aujourd'hui, on a des startups et des éditeurs qui garantissent des 0% hallucination. À vérifier s'ils le garantissent réellement ou si c'est juste une promesse. Mais en tout cas, quel que soit l'outil utilisé, qu'il soit d'IA ou pas, l'avocat pourra avoir sa responsabilité civile professionnelle engagée. Pauline, l'utilisation de l'IA est-elle compatible avec la définition de la consultation juridique ? C'est difficile de répondre à cette question en l'état parce qu'il faut déjà avoir une définition en fait de la consultation juridique, définition qui existe sans exister. On a plusieurs sources, on a une définition jurisprudentielle donnée par le CNB également. C'est fournir une prestation intellectuelle personnalisée à quelqu'un pour lui permettre de prendre une décision éclairée sur une situation juridique donnée. L'IA, quand on lui pose une question, on pourrait penser que ce qu'elle va fournir, c'est une consultation juridique, au sens propre du terme, mais on ne peut pas se permettre d'accepter cette définition, déjà parce que, comme le disait Sandrine, souvent ces systèmes sont développés à l'étranger, donc il y a ce problème géographique et juridique, mais aussi parce que c'est le travail intellectuel de l'avocat, en fait c'est l'essence même de sa prestation professionnelle, de fournir cette consultation juridique. Nos travaux à la FNUJA ont consisté à essayer de promouvoir un espèce de label consultation juridique qui ne pourrait être utilisé que par les avocats et qu'on ne puisse pas vendre des systèmes d'intelligence artificielle en expliquant qu'ils peuvent fournir des consultations juridiques. C'est impératif qu'il y ait toujours un avocat qui vérifie ce qui a été donné comme réponse par l'IA. Peut-on craindre une perte de créativité de la part des avocats, Sandrine ? C'est une crainte qu'on peut avoir. Elle va se révéler ou pas avec l'usage. Quand je pense à la manière dont moi j'ai été formée ou d'autres avocats de ma génération, on a appris à faire des recherches avec des mots-clés. Et on s'est entraîné à faire des recherches en déduisant une question après l'autre. Donc la construction du raisonnement juridique, elle s'est faite en plusieurs étapes. Aujourd'hui, la crainte pourrait être qu'en posant une simple question, l'outil d'intelligence artificielle produise un ensemble de réponses et qu'on imagine qu'en fait, il n'y en a pas d'autres qui se posent. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment dans la formation des avocats, dans la qualification juridique, dans l'apprentissage des règles de droit, parce que c'est parce qu'on maîtrisera nous-mêmes les règles de droit qu'on sera à même de faire preuve de créativité et de faire des connexions entre différents domaines qui n'auront pas forcément été appréhendés par l'IA qu'on est en train d'utiliser. Et je ne sais pas si c'est une crainte, mais en tout cas, c'est un enjeu de demain, d'inciter les avocats à ne pas se contenter des pistes de réflexion, parce que je considère que l'outil d'intelligence artificielle ne donne que des pistes de réflexion, et de toujours aller au-delà pour fournir le service le plus juste et la question la plus précise qui est posée par le client. Pauline, comment la déontologie de l'avocat peut-elle protéger ce dernier ainsi que son client contre les dérives de l'IA ? Notre déontologie nous protège, que ce soit quand on utilise l'IA ou non. Donc il faut toujours s'assurer de respecter nos principes essentiels. L'avocat doit toujours être indépendant et exercer ses fonctions en faisant preuve de la plus grande liberté possible. Et cette liberté, elle doit aussi s'exercer vis-à-vis des logiciels d'IA. On doit exercer notre jugement professionnel, notre expertise juridique lorsqu'on utilise ces systèmes, en tenant compte du contexte spécifique de chaque affaire et des besoins individuels de nos clients. Et avant de se fier entièrement à un système d'IA et aux réponses qui seront proposées, l'avocat doit toujours effectuer les vérifications et les validations les plus rigoureuses possibles pour s'assurer de la fiabilité et de l'exactitude des réponses en tenant compte de la pertinence dans le contexte juridique.
C'est en refusant de se fier aveuglément à la machine et donc en ne reproduisant pas textuellement un avis ou une réponse donnée et délivrée par une intelligence artificielle sans l'avoir vérifiée ou confrontée à nos connaissances juridiques qu'on fera preuve de conscience et de compétences, qui sont aussi des principes déontologiques essentiels pour notre profession. Et ça implique donc toujours de tester le système sur des données indépendantes, comparer les résultats produits avec l'IA avec ceux qu'on aura obtenus par des méthodes plus traditionnelles, mais il s'agit simplement de respecter en fait nos principes déontologiques sans avoir nécessairement besoin de les adapter à l'intelligence artificielle et à ses outils. Tant qu'on respecte ces principes essentiels, je pense qu'on s'en sortira. Pour dialoguer avec l'IA, on utilise du langage naturel. Ça semble donc très simple et intuitif. Sandrine, vous nous parliez de formation. Peut-on s'en passer pour utiliser l'IA dans un contexte professionnel ? Si on veut produire une réponse précise et juste, je pense qu'on ne peut pas se passer d'une formation. C'est vrai que poser une question en langage naturel, ça semble être très facile. En réalité, on sait que si on pose une question imprécise, on a une réponse imprécise. Donc tout l'enjeu va être de savoir prompter, c'est-à-dire formuler sa requête de la manière la plus précise possible pour obtenir la réponse la plus juste possible. Donc l'enjeu aujourd'hui pour tous les avocats, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, c'est d'apprendre à rédiger ces prompts pour aboutir à la réponse. Et la rédaction en tant que telle peut être naturelle pour un plus jeune avocat qui va appréhender l'IA de manière plus courante que pour un avocat plus expérimenté qui n'aura pas forcément eu la même appétence pour les technologies. Pour autant, je pense que dans la qualité rédactionnelle, l'expérience va faire la différence parce qu'un avocat expérimenté qui certes va poser la question de manière moins automatique aura en réalité le réflexe de poser les bonnes questions parce qu'il aura fait les qualifications juridiques plus rapidement, il aura construit un raisonnement qui lui permettra d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle de manière plus efficiente. Donc je pense qu'il y a un vrai partage et une vraie collaboration à avoir entre les générations pour avoir non seulement l'intérêt à utiliser l'intelligence artificielle, mais l'expérience de savoir poser les bonnes questions. Le cabinet Allen & Overy a beaucoup communiqué sur les développements de son intelligence artificielle. Harvey, cette pratique tend-elle à se développer au sein des structures d'avocats ? Je pense que les cabinets d'avocats veulent effectivement s'équiper de cette façon-là. La promesse, c'est quoi ? C'est avoir l'intelligence artificielle sur ses propres données, dans son cabinet, sur ses données clients, sur ses données juridiques produites par les avocats depuis très longtemps. La pratique va certainement tendre à se développer, mais de manière assez relative parce que le coût d'acquisition de ces technologies est très élevé. Implémenter de l'intelligence artificielle sur ces données, ça a un coût significatif. J'ai moi-même rencontré une start-up qui m'a fait un devis pour implémenter un logiciel d'IA sur mes données. J'ai été assez refroidi. Je ne donnerai pas de montant ni le nom de la société, mais on se situe dans les 5 chiffres. Pour aujourd'hui, un résultat encore inconnu, parce que je ne sais pas si j'ai assez de données en fait pour entraîner l'IA qui serait implémentée sur mon serveur. Donc on tâtonne encore un petit peu sur le sujet. Et aujourd'hui, il y a, à mon avis, un écart qui va se creuser entre les cabinets, entre ceux qui pourront investir dans l'intelligence artificielle en interne et ceux qui ne pourront pas. Il appartient peut-être à la profession, à des éditeurs, de proposer des outils qui seraient accessibles à tous, forcément avec une précision plus relative parce qu'ils ne seraient pas entraînés sur les données de l'avocat. Mais en tout cas, ce développement, il ne va pas concerner tous les avocats, c'est certain. Pauline, l'IA ne va pas faire disparaître la profession d'avocat, mais va-t-elle avoir un impact sur le travail des collaborateurs ou des stagiaires ? L'IA ne va effectivement pas faire disparaître notre profession et je ne pense pas non plus qu'elle fera disparaître ni les collaborateurs ni les stagiaires et elle ne fera pas non plus, à mon sens, disparaître les assistants. L'utilisation de l'IA va changer la manière dont ces professions ou ces stages vont se dérouler, mais je ne pense pas qu'elle les fera disparaître. On aura toujours besoin d'un humain, d'une personne formée, d'un juriste ou d'un parajuriste pour effectuer ces tâches et pour surveiller la production de l'IA. Si ça va permettre à l'avocat de libérer beaucoup de temps, notamment sur les tâches administratives, on aura toujours besoin d'un assistant et de cet assistant pour vérifier que la réponse donnée est la bonne et qu'elle n'est pas biaisée. La FNUJA va également lancer un travail sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la collaboration. Ce travail va être mené entre la commission numérique et la commission collaboration. L'idée des travaux, ce sera de permettre d'évaluer, ou en tout cas d'essayer d'évaluer les impacts positifs et négatifs de l'IA sur la collaboration libérale et de proposer des solutions pour rendre l'IA utile à cette collaboration et aussi d'évaluer son impact sur les conditions d'exercice des collaborateurs. On sait déjà que des gros cabinets qui utilisent
utilisent donc des solutions d'IA demandent à ces éditeurs de solutions d'intelligence artificielle de couper l'accès à certains de leurs collaborateurs juniors au système d'IA pour éviter soit une paresse intellectuelle, soit s'ils ne sont pas suffisamment formés ou suffisamment aguerris, même en matière juridique, éviter le risque d'erreur que pourrait produire l'utilisation par ces débutants d'un système d'IA. Sandrine, peut-on craindre un recours à la justice prédictive avec l'IA ? Alors moi, j'aime pas bien le terme justice prédictive parce que en réalité, l'intelligence artificielle, elle est basée sur de la statistique. Le système entraîne des milliers, des milliards de données et va générer une réponse qui est en fait une production statistique à la question qui est posée. En matière de justice, les outils qui existent actuellement, dits de justice prédictive, sont en réalité des outils de jurimétrie, des outils qui viennent faire des calculs probabilistes sur l'issue d'un litige. Et j'aime pas bien le terme prédictif, justice prédictive, parce que ça enlève la capacité de l'humain à se projeter dans le futur. En réalité, l'intelligence artificielle, s'il y a une chose qu'elle ne fait pas par rapport à l'intelligence humaine, c'est se projeter dans le futur. Elle ne fait que donner un état à un instant T, une réponse qui n'est que la conséquence des données dont elle a bénéficié. Pour donner une réponse, elle se base sur le passé. Donc c'est très difficile d'imaginer qu'elle pourrait prédire le futur alors qu'elle n'a que des données du passé. Donc on est plus sur de la justice probabiliste. Ce qu'on pourrait craindre, c'est peut-être une tendance pour des magistrats à ne se fier qu'aux décisions passées. C'est le système de la common law, en réalité. Donc la justice prédictive dans les juridictions, pas forcément. La question qui pourrait en revanche être plus en discussion, c'est celle concernant les outils d'aide à la résolution amiable des litiges qui vont injecter des milliards de données statistiques sur la raison du litige et qui va proposer à des justiciables dans une procédure alternative des solutions. Et dans ce cas-là, ces outils pourraient être perçus comme des outils de justice prédictive parce qu'ils vont générer une réponse à partir des données fournies par les personnes qui sont en conflit. Mais sinon, moi, je ne crois pas qu'on pourrait avoir une justice un jour réellement prédictive. Encore une fois, parce qu'en fait, on se base sur des données du passé, donc on ne peut pas prédire l'avenir avec les données du passé. Merci Pauline et Sandrine pour ces explications passionnantes qui permettront à vos consoeurs et confrères de monter dans le train de l'intelligence artificielle en toute connaissance de cause. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.